Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, il est Big B, Bonjour. et on est là pour vous parler de l'épisode 4 d'American Gods, c'est notre review. Si vous n'avez pas vu la série, on vous déconseille fortement de regarder cette vidéo, parce que on va y aller très vénère sur le spoil. On avait déjà fait 2 vidéos sur American Gods, dans la précédente vous nous avez reproché de ne pas rentrer dans le concret concernant les divinités, etc. Il y a une raison essentielle qui faisait qu'on ne le faisait pas, c'est de 1, on voulait pas vous spoil. La bienséance. Parce que sinon on peut tout balancer et là ça vous gâche un petit peu la série. Et puis le deuxième, c'est que nous aussi on n'avait pas envie de nous spoil. Ceci étant dit, on s'est renseigné davantage sur les divinités qu'on a vues, on ne s'est pas renseigné sur ce qui va arriver parce qu'on veut que vous et que nous ayons également la surprise. Mais voilà, on en sait davantage sur les personnages divers et variés d'American Gods. Et moi je me suis mis notamment au bouquin de Neil Gaiman, qui s'appelle également American Gods. Et d'ailleurs, on voit à quel point Amazon Prime est réactif, puisqu'ils ont refait tout de suite une édition du livre avec l'affiche de la série, et série maintenant disponible sur Amazon Prime Comme Vidéo. si, il y a quelques mois, ils avaient prévu de sortir la série au même moment. Exactement, oui, bien joué. Mais aussi, un autre truc qui est intéressant, c'est que Amazon Prime fait énormément de publicité sur sa série, que ce soit sur YouTube, il y a une énorme campagne de pub sur YouTube pour American Gods, que ce soit sur Instagram, que ce soit via Twitch sponsor. Ou tout simplement sur Amazon, où c'est devenu le Oui, leader. aussi, ouais. Et donc voilà, donc Amazon y croit énormément à American Gods, et ils ont raison. Épisode 4, centré sur le personnage de Laura Moon, qui est l'épouse de Shadow, donc de Ombre, et qui est revenue des morts. On l'apprenait à la fin de l'épisode 3. Et donc là, en fait, on voit tout son parcours, mais pas son parcours depuis sa résurrection. On voit même sa vie d'avant. Et on découvre un personnage qui est complexe, et c'est, je trouve, un tour de force de la série. C'est de nous présenter une Laura Moon qui finalement n'est pas un personnage secondaire, on va dire lambda, très en retrait, mais un personnage qui est vraiment travaillé et qui nous donne une toute autre vision de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, et notamment sur l'amour que lui porte Shadow, et notamment sur le fait qu'elle le trompe avec Robbie. Qu'est-ce qu'on découvre dans cet épisode? Globalement, c'est donc la résurrection avec la pièce qu'a laissé Ombre sur sa tombe, la pièce de Sweeney le dingue. Ça, on suppose que c'est la pièce du Leprechaun, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais dans l'épisode où il laisse la pièce, on voit bien la pièce qui rentre dans la terre, Exactement. qui est happée, donc à mon avis c'est quand même ça. Ceci étant dit, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que lorsque il met la pièce, il fait jour, et lorsqu'elle se réveille, il fait nuit. Il y a aussi un élément, alors je vais un petit peu parler du livre sans vous spoiler l'après dans le livre, mais juste pour comparer quelques scènes par rapport au livre. D'abord, ce qui est juste un mot comme ça sur le livre, à la différence de par exemple d'ouvrages comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones qui ont été adaptés en série télé ou en film, l'œuvre littéraire est très simplifiée dans les œuvres télévisuelles. Dans American Gods, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le livre étant relativement court, il n'y a que ça, et c'est déjà beaucoup. La série se permet de développer davantage, et avec l'accord de Neil Gaiman qui travaille sur la série. Et du coup, ils développent certaines scènes ou alors ils les mettent dans un ordre différent, et ils apportent des choses qui ne sont pas dans le livre. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, la lecture simultanée du livre avec la série, c'est vraiment plaisant. Et par exemple, dans le bouquin, l'amie Laura se réveille le jour de son enterrement. C'est-à-dire que Ombre va aux obsèques, il met la pièce, et puis quelques heures après, Laura se réveille et va le rejoindre à l'hôtel. Ce qui est complètement différent en termes de chronologie avec la série, puisque elle arrive à l'hôtel beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, elle n'est même pas dans l'hôtel de la ville où il est actuellement. Donc voilà, c'est une des différences. Et là, je trouve que ce qui n'est pas dans le livre, en tout cas pour l'instant, à l'endroit où j'en suis, c'est que Laura est très travaillée dans la série. Donc on découvre qu'elle avait des tendances suicidaires, qu'elle n'a pas de plaisir de vivre, même avec Ombre, qu'elle se lance dans une relation extra-conjugale avec Robbie, sans envie particulière. On comprend pas trop le sens de cette relation. J'ai trouvé moi le personnage très intéressant. Et alors une fois qu'elle est ressuscitée, alors c'est quelque chose qui est indiqué dans le livre, qui n'est pas indiqué dans la série, c'est que comme elle a plus la même perception des choses vu qu'elle est morte, et du coup elle dit la vérité. Tu vois. Et donc par exemple dans la série, quand elle balance à Audrey ce qu'elle faisait avec Robbie, ça la choque pas elle, puisqu'elle a plus la même perception de la réalité. Et
Et par exemple, à Ombre, quand elle le rencontre, alors je ne sais pas s'il avait dire pareil dans la série, mais elle lui dit ah ouais, bah, j'ai couché avec Robbie, moi je m'en foutais, par contre c'était vachement bon. Et là, on lui dit non, j'ai pas besoin de savoir ça, tu vois. Enfin voilà un petit peu sur ma perception de Laura et toi. Bah, du coup, pour Laura, moi j'ai tendance à détester le personnage, déjà, d'un point de vue personnel. Le truc, c'est que, est-ce que le personnage est bien écrit? Oui, le personnage est bien écrit, on lui donne du corps, on lui donne des tenants, des aboutissants, on comprend un peu la mécanique de comment est-ce qu'elle fonctionne avec les autres, on a une mécanique qui, du coup, s'épanouit avec sa mort. Et voilà, après, je trouve que c'est un personnage qui est détestable. C'est une espèce de vampire qui n'a aucun plaisir de vivre. Elle est dans la vie une mort vivante. On le voit bien, il y a beaucoup de plans qui nous rappellent que elle vit une vie qu'elle n'aime pas et elle est en autoguidé et tous les jours se ressemblent, etc. Donc, ce que on appelle généralement une mort vivante. Et ensuite, elle est spéciale comme ça. Elle se colle aux envies ou au bonheur des autres. Moon a l'air de vraiment être amoureux d'elle et de rêver, etc. Et elle se dit, ah, il représente le danger, ah, tout le monde me dit qu'il est beau gosse, que machin et tout. Et donc, du coup, elle se colle à lui jusqu'au moment où elle se fait chier. Ensuite, du coup, il est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tape le mari de sa meilleure amie. Ouais. Et comment est-ce qu'elle le fait? Bah, elle l'amène à lui, elle le dévore jusque lui disant, soi-disant, tu n'auras, il y a il y a une deadline sur ça et puis c'est fini, alors qu'elle sait très bien enfin, que c'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Donc elle est toujours en train d'essayer d'aspirer la lumière des autres. Et ce qui du coup m'amène à parler de cette vision quand elle est morte, où en permanence elle voit ce beacon, je ne sais pas comment on dit en français, cette grande Lumière, raie de lumière halo lumineux. ce halo lumineux cette balise de lumière qui est Shadow. Et C'est pas quand elle rêve, même quand elle est éveillée. Elle le voit toujours quand est-ce sous que j'ai forme. dit quel rêve? Ah, oui, il me semble que t'avais dit ça. C'est qu'elle voit toujours donc cette balise qui est Shadow et du coup elle est tout le temps appelée à lui et en fait ça quelque part ça rappelle tout simplement comment elle était vivante et on a l'impression que au bout d'un certain temps avec Shadow on va se rendre compte que c'est tout pareil et puis à moins que Shadow on découvre que ce soit une divinité aussi et qu'il ait des trucs à lui apporter, bah elle partira Ah, vraiment on a l'impression que c'est un personnage qui s'en fout de tout, qui s'en fout même de la mort. C'est juste elle est maudite et elle doit errer sur cette terre sans fin. elle est même pas surprise par le fait qu'elle revienne à la vie. Et un autre truc sur le halo lumineux, alors toi tu le vois comme un vampire qui est attiré par la lumière que représente Moon. Moi j'ai l'impression, alors elle le dit très clairement dans la série, c'est que quand elle le voit lumineux comme ça, elle se met à l'aimer, ce qui n'était finalement pas vraiment le cas avant. Et l'idée de Moon qui est une divinité, pour moi c'est un signe fort que Moon est bien une divinité. Elle le voit lumineux comme si voilà, c'est une divinité, pas du soleil, mais un peu comme ça. Euh, je, je sais pas, alors là tu me perturbes. À mon avis, c'est un signe voilà, que Moon est une divinité et je suis pas certain qu'elle reste avec. À mon avis, elle restera pas avec. Ça, c'est. Elle sera là sans être là, enfin voilà. Un autre truc sur Laura, est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite de la fameuse scène et du fait qu'elle sauve Moon des griffes des sbires du Technical Boy? Alors, ce qui est intéressant sur cette scène, bon, outre le fait qu'on a revu deuxième fois la même scène filmée différemment, enfin filmée d'un autre point de vue, il y a, il y a un truc m'intrigue, c'est que ça sous-entend que du coup, le voyageur, dont on lui avait associé un certain corps, que c'était un personnage qui pouvait être aussi puissant et qui n'était pas que illusion et supercherie,
Euh, Pas qu'un petit arnaqueur à la petite semaine qui braque des banques. Et en fait, c'était parce qu'il aurait été très puissant et il aurait détruit les sbires du dieu d'Internet. Et le truc, c'est que bah là, en fait, on se rend compte que non. En fait, il était pas puissant du tout. C'est pas lui qui les, ou en tout cas, c'est pas lui qui les a tués et que pour l'instant, bah, on l'a rien vu faire. Oui, exactement. Et alors, quand on voit, donc déjà, petit 1, il y a la puissance de Laura. Quelle puissance incroyable. Mais alors surtout, il y a une polémique autour de cette scène. Alors, je ne sais pas si tu as pu la voir sur les réseaux sociaux et divers articles, notamment aux États-Unis, mais il y a beaucoup de gens qui reprochent à la série d'être trop gore, et notamment cette idée de, bah voilà, de pluie, de sang, etc. Dans cette scène. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que la série est trop gore. Par exemple, la scène de l'accident de voiture aurait pu être beaucoup plus gore. On aurait pu, par exemple, voir je sais pas moi, le pénis coupé de Robbie, les corps éclatés sur la route. Elle a été. C'est le truc que tu voulais voir, ça. Non, pas du tout. Mais en fait, quand j'ai vu les articles dire cette série, dans cet épisode, va trop loin dans la violence, etc., les créateurs ont dit non, American Gods, ça n'est pas du porn gore, etc. C'est pas ça. Le gore enfin, est justifié par le côté très stylisé avec lequel il est utilisé. Moi, je m'attendais à la scène de l'accident, par exemple, je m'attendais à un truc de ouf. En termes de gore, justement. Et par contre, la scène sous la pluie, je l'ai trouvée extrêmement bien foutue. Visuellement, c'était une claque. Et alors, en termes de gore, le coup de pied dans les testicules qui te fait ressortir la colonne vertébrale et le crâne. Ah, j'étais scié, je ne savais plus quoi penser à ce moment-là. Cette scène m'a beaucoup impressionné. Alors après, il y a une. Est-ce qu'on peut faire des petites remarques là, comme ça sur l'épisode Qui suis-je pour t'interdire des choses? pendant que tu cherches ton truc sur le web? Moi, je vais parler de. Toi, tu es avec le Technical Boy, et moi, je vais parler de notre ami le voyageur. Car moi, je pense que c'est le voyageur qui a tué Laura. Pourquoi? Parce que au-dessus de la voiture de Laura, quand elle est avec Robbie, on voit donc une vue de haut et on voit des corbeaux. Or, sur l'affiche promotionnelle de la... Alors, il y a une autre raison qui fait que je pense à ça, mais je ne peux pas vous dire, sinon c'est un spoil. Mais un élément que je peux vous dire, c'est qu'il suffit d'observer les affiches promo de la série American Gods et on voit le voyageur avec des corbeaux autour de lui. Et je pense que, comme dans American Gods, à la manière de Westworld, rien n'est laissé au hasard. Je pense que ces corbeaux sont là pour une raison et je pense que le voyageur a éliminé volontairement Robbie et Laura pour que Moon soit disponible à sa sortie de prison et puisse bosser avec lui parce qu'il a besoin de Moon. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de Moon? Parce qu'il est en train de faire le tour des États-Unis pour récupérer les anciennes divinités. Et il pourrait très bien avoir embarqué, sans le savoir, Moon, qui serait une ancienne divinité. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils le disent, il y a des divinités qui ne le savent pas qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'elles ont été tellement oubliées qu'elles disparaissent elles-mêmes. Il n'y a plus personne qui croit en elles, donc elles n'existent plus. Et peut-être que Moon est une divinité dont plus personne ne croit, et qui du coup ne se sait pas divinité. Et je pense que c'est un élément à creuser peut-être sur la suite. Alors j'en sais rien, je n'ai pas du tout cherché à Qui ça. serait-il du coup? Je connais pas assez les divinités antiques, surtout les divinités qui du coup ne sont plus connues. C'est peut-être un truc tribal, très lointain. Alors il y a différentes théories, je crois que c'était dans les commentaires de la chaîne. Il y a quelqu'un qui disait qu'il pensait, alors j'ai oublié ton nom mais je te salue, quelqu'un qui disait qu'il pensait que Moon était une divinité amérindienne, tribale amérindienne. Ce qui est tout à fait possible. L'acteur pourrait avoir des origines indiennes, etc. Donc, Une divinité de quoi? ben, alors, comme il y a un halo lumineux quand Laura le voit, peut-être une divinité liée au soleil, liée à la lumière. Ce qui serait l'opposé, par exemple, de Monsieur Chacal qu'on voit dans l'épisode, donc Anubis, qui, lui, est donc le dieu des nécropoles dans l'Égypte ancienne. Mais ce qui est étonnant, moi j'aime bien aussi l'idée que Shadow Moon soit une divinité, mais ce qui est étonnant, c'est que les autres divinités ne le connaissent pas. Mais est-ce qu'elles se connaissent tous? Est-ce qu'elles se connaissent tous? Pour l'instant, oui.
Mais on sait pas, en fait. Ils connaissent tous Pour l- le pour- voyageur parce que ça a l'air d'être vraiment Pour quelqu'un l'instant, d'important. moi, je dis pas qu'elles se connaissent toutes, mais pour l'instant, Hmm. entre elles, toutes les divinités se connaissaient et semblaient connaître celles que Shadow Moon allait rencontrer avant, après, etc. Tout le monde est au courant de tout. Ce serait bizarre que lui, tout le monde s'en souvienne pas. Oui, mais comme lui ne sait pas qui il est, peut-être que les autres ne savent pas non plus qui il est. Et après, il y a un truc aussi qui me fait tiquer sur le voyageur, c'est qu'il a l'air, on a l'impression qu'il sait tout. Je pense qu'il sait tout. Je pense, comme il le dit, c'est un escroc. Je pense qu'il a piégé Moon sur la neige. Je pense que c'est pas du tout Moon qui a fait neiger. Je pense que c'est lui. Enfin, peut-être. Et je pense qu'il sait ce qui va se passer. Il le dit, ce voyage-là ne se passera pas bien, etc. Enfin, il le dit, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il sait donc, il savait qui était Moon. Il savait qu'en tuant Laura, il allait il allait récupérer Moon, mais il savait aussi de fait, enfin il savait tout. Il savait que Moon allait récupérer la pièce de Sweeney le dingue, que Moon allait laisser la pièce et faire revivre Laura, etc. Donc il y a plein de choses et en fait la série plus elle avance, le fait de lire le livre et dans le livre j'en suis au même endroit que dans J'ai la l'impression série. que tu vois le voyageur trop puissant. C'est une vieille divinité oubliée qui est juste un petit vieux qui a des tours dans son sac. Ouais, je pense pas. Non, parce que en fait, tu vois, le Technical Boy, qui est quand même censé. Enfin, si on comprend que le Technical Boy, c'est le dieu de l'Internet, il est quand même aujourd'hui, dans le monde actuel, ultra méga puissant, et pourtant, il perçoit le voyageur comme la divinité à abattre. Et en fait, quand on voit, par exemple, le voyageur aller vers les trois sœurs slaves, plus la divinité slave incarnée par Peter Stormare, euh, on- ils sont là pour aller avec lui, tu vois, comme si c'était le patron. Peut-être c'est un peu Nick Fury qui va se balader de super-héros en super-héros pour les emmener chez les Avengers, tu vois. C'est le sentiment que me donne. Alors après, tu vas me dire, oui, mais Nick Fury, il est tout pourri comparé aux autres. Ok, mais je sais pas. Moi, je pense vraiment. Non, mais Bon, alors comme nous, on sait qui nous on sait l'identité. qui il est, donc On ce sait, que mais tu dis a un sens. Le truc, c'est que on ne sait pas où s'arrêtent son pouvoir. les pouvoirs, parce qu'on sait, Mhm. on sait qui il peut être, mais on ne sait pas qui il est. Oui, 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 c'est vrai. Alors après, est-ce qu'on peut du coup sauter sur d'autres divinités présentes dans l'épisode? Mais saute sur les dignités que tu veux. Tu Alors, voulais sauter sur le Jin, je crois. non, je voulais vous parler donc, enfin, et toi aussi. Parlons donc des divinités égyptiennes que l'on voit dans l'épisode. Donc il y a deux divinités. Il y a Monsieur Ibis et Monsieur Chacal, qui ces noms sont en fait la représentation donc animale dans la religion de ces divinités. Monsieur Chacal, c'est Anubis parce qu'Anubis était représenté sous différentes formes, mais qui était souvent très proche du chacal ou du chien sauvage, ça dépendait. Et l'autre, donc Monsieur Ibis, parce que c'était la représentation donc, de l'ibis, qui était, si j'ai bien compris, un oiseau qui a disparu en Égypte. Et alors, son vrai nom, c'est, alors, je sais pas si je vais bien le dire, bon, je vais essayer, Thoth, qui est donc lui le dieu égyptien du savoir, et Anubis, qui est le dieu égyptien des nécropoles et des embaumeurs, le défenseur des embaumeurs. Et donc on les voit. Alors il y a une redite finalement avec Anubis de la scène de la pesée du cœur, etc. D'ailleurs les propos de Laura sont excellents. Elle dit mais pourquoi est-ce que je te donnerais mon cœur? Enfin voilà, j'ai beau avoir fait des trucs, il sera jamais moins lourd qu'une plume. Enfin, j'ai trouvé toute cette partie-là intéressante. Et toi tu voulais réagir sur les portes et ce que dit Anubis sur les ténèbres? Parce que Ouais, ce que tu alors m'avais dit était intéressant. déjà cette scène sous-entend que du coup on ne, on ne voit pas le poids du cœur de Laura. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on aurait découvert que c'était vraiment quelqu'un de très 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 noir. Ouais. Mais le fait que cette scène soit tournée de cette manière, on ne le voit pas. Mhm. C'est Ou de toujours quelqu'un de très pur. ou quelqu'un de très pur, mais bon ça on a du mal à y croire. Et parce que du coup on a des preuves que c'est pas le cas. Et moi ce qui me dérange en fait avec alors on verra, mais la manière dont la série traite les impies, les personnes qui donc sont athées, en fait, ils ne vont pas dans le rien, ils vont dans les darkness, ils vont dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, il lui met un sarcophage et il dit voilà, et tu seras dans les ténèbres pour toujours. Comme si du coup, pour un athée, bah, l'âme est toujours éternelle, et donc du coup, en fait, tu vas juste être prisonnier d'une petite boîte noire pour l'éternité. Ce qui quand même est une souffrance catastrophique.
c'est proche de ce qu'on pourrait imaginer des enfers. Et je trouve que la série, du coup, traite bizarrement les athées, parce qu'on a l'impression que d'être athée dans le monde de American Gods, c'est un des pires sacrilèges qu'il puisse y avoir, et que du coup, la série ne te donne pas le choix d'être athée. Tu ne peux pas. Tu vas en enfer, point. Ou dans un certain type d'enfer. Et ça j'ai trouvé ça dommage dans une série qui, au contraire, le fait qu'on voit plusieurs divinités fait qu'on aurait imaginé que c'est une série qui serait dans une certaine acceptation de toutes les religions, de toutes les croyances. Bah, la croyance athée n'est pas une croyance. Tu vas dans ta boîte et tu vas souffrir toute l'éternité. Ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Oui, alors après, la série, se construisant autour des divinités, c'est vrai que c'est un parti pris qu'ils ont, du coup, qui est le leur. Est-ce que... Mais oui, je comprends que ça te dérange beaucoup cet aspect. Ouais. C'est la place des athées, en effet, où est-elle? Et si c'est juste, bah, t'es dans ton sarcophage, c'est intriguant. Après, il y a beaucoup de gens qui vont à mon avis, tiquer, tu en avais parlé aussi, du fait qu'Anubis aille voir Laura. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est Anubis qui gère la mort de tout le monde ou pas? Moi, ma théorie, c'est que non. Et mon idée, c'est le casino égyptien. C'est-à-dire que Laura est dans un casino égyptien où peut-être il y avait Anubis et peut-être que au final, c'est iconographiquement parlant, Anubis, est la religion égyptienne, qui était celle qui était la plus proche de Laura, même si elle n'y croyait pas, puisqu'il lui dit tu n'y crois pas. Mais comme elle était au contact d'iconographie égyptienne, et donc probablement aussi d'iconographie religieuse égyptienne dans son casino, elle était peut-être la plus proche d'un accueil par Anubis qui lui dit en fait tu crois en rien, ciao, que par exemple si elle avait bossé dans une église J'ai du sans mal y à croire croire. et elle aurait été accueillie par Jésus. J'ai du mal à croire que quelqu'un comme Laura, une petite blanche des États-Unis, etc., et pas comme première, si c'était ça la vérité, que sa première pensée soit pas sur un ange, Gabriel, Mais etc., c'est pas etc. forcément des pensées. Si c'est au quotidien qu'elle est au contact d'iconographie égyptienne, peut-être que la religion pour elle est devenue ça, même si elle n'y croit pas du tout. C'est peut-être tout simplement ça l'explication. Pourquoi pas? Tout est possible, on est d'accord. Donc tout est Mhm. possible. Maintenant, pour une petite blanche américaine, In God We Trust, j'ai du mal à croire que Mais c'est vrai, mais Anubis surpasse les anges. Mais oui, bon, mais si pourquoi elle pas, croit hein. vraiment en rien et que du coup la religion ne l'entoure pas du tout, parce qu'il y a des athées qui sont absolument pas entourés par les traces de quelconque de religion. Enfin, la force de la société est un peu plus Là, forte quand que ça, même, quand même. oui, mais là, quand même, toute sa journée, elle bosse dans un casino qui a un Bon, décor égyptien, tu vois. on peut pas savoir. Oui, Donc, oui, mais alors, why not? pour moi, ça serait la seule explication de la présence d'Anubis. Est-ce que, avant de se terminer, je peux faire un petit point sur le Technical Boy? Bien sûr. Alors déjà, on peut vous dire qu'il revient dans l'épisode 5, puisqu'on a regardé, vous pouvez le voir aussi, le teaser de l'épisode 5, et qui introduira un personnage majeur dans l'univers d'American Gods, qui est Mr. World. On ne vous dit pas qui c'est, déjà parce qu'on ne le sait pas. On a fait attention de ne pas se renseigner dessus, on va avoir la surprise. Et on va voir le Technical Boy. Et en fait, moi j'ai été très surpris dans le livre. Comme je vous ai dit, il y a eu des changements. Des scènes qui sont pas au même endroit, etc. Des scènes plus courtes, par exemple. Dans la série, Audrey essaye de coucher avec Moon, alors que dans le livre, pas du tout. Il y a d'autres petits changements. Je vais vous laisser la surprise pour la plupart. Sauf que j'ai envie de vous parler du Technical Boy, puisqu'en fait, le Technical Boy rencontre exactement de la même manière Moon dans le livre, sauf que la personne qui est en face de lui sur la banquette, ça n'est pas du tout le même Technical Boy. C'est un petit obèse boutonneux. Et en fait, je me suis dit, premier réflexe, ils ont changé, donc ils ont mis un ado svelte, un peu beau gosse, un peu tendance, etc. Je me suis Ils ont dit, mis Cardel. peut-être que, peut-être que Stars a choisi, les créateurs de la série ont choisi ça pour éviter la polémique du ah, tout de suite, le dieu de l'internet, c'est un petit gros boutonneux, etc. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que peut-être la raison n'était pas celle-là. Quand Neil Gaiman a écrit American Gods, la représentation qu'on avait du geek, c'était en effet le petit gros boutonneux, toujours devant son PC. Un exemple frappant, c'est l'épisode de South Park sur World of Warcraft, où comme il joue tout le temps sur le PC, il devient une gros boutonneux. Mais maintenant, la représentation du geek, du fait que l'image sociale qu'on a du geek n'est plus celle-là, du fait que aujourd'hui une immense majorité des jeunes jouent et consomment de l'internet, et pourtant on n'a pas une immense majorité des jeunes qui sont obèses et boutonneux. euh,
je pense que l'image sociale du cliché du geek a changé. Et aussi du fait du politiquement correct, voilà, on pointe pas du doigt, etc. Je pense que le politiquement correct et l'image sociale du geek a évolué. Et ça en résulte que le Technical Boy dans la série est différent. Il est plus dans l'air du temps d'aujourd'hui 2017 que dans l'air du temps au moment où Neil Gaiman a écrit le bouquin et donc a représenté le Technical Boy comme lui voyait le cliché du geek. Donc voilà, c'était juste mon analyse. C'est peut-être complètement faux, mais c'était comme ça que moi je l'aurais expliqué plutôt qu'un aveu bête et méchant de Stars de dire non, on va faire du politiquement correct parce que voilà. Et peut-être que certains vont être très déçus qui ont lu le bouquin, très déçus que le Technical Boy ne soit pas respecté à la lettre. Mais je trouve que le choix, si j'ai raison dans ce choix-là, je trouve que c'est judicieux. Enfin, ça se tient. Voilà. Et du coup, moi, je voulais juste rajouter que je trouvais ça un peu dommage que sur une série qui est aussi mystérieuse, avec autant d'éléments dont on ne sait pas qui est ce voyageur, qui est Shadow Moon, sont ces divinités, parce qu'au final, les dieux slaves, on les connaît pas. Et donc, tous ces si, peut-être, etc., bah, on a cet épisode qui clôture la première partie, la première moitié de la saison. C'est une saison de 8 épisodes, c'est la fin du 4e. Et ben, on a passé l'épisode à découvrir le personnage de Laura et revoir des scènes qu'on imaginait, parce qu'elles nous avaient déjà été décrites oralement par Shadow Moon et la femme, la meilleure amie de Laura. Et c'est tout. Et du coup, je trouve ça dommage. Alors, c'est bien Anubis, bon, ça fait un peu redondant avec l'épisode précédent, mais je suis circonspect sur le fait que la série, pour l'instant, a eu une première saison poussive, quoi. Vraiment, c'est sympa. J'aimerais bien en savoir plus, quoi. En avance sur Tot aussi. Dans Game of Thrones, si on compare à d'autres séries, dans Game of Thrones, en une moitié de saison, même les saisons de Game of Thrones qui avançaient lentement, il s'était passé, il y avait 2 personnes qui étaient décapitées, il y a 2 zones qui sont récupérées. Non mais regarde, une moitié de saison de Game of Thrones, chaque épisode dans Game of Thrones, tu peux dire ah, ça avance pas très vite, mais au global, sur une demi-saison, il s'est passé plein de trucs. Sur Westworld, qui est une autre série qui était une très belle découverte de ces derniers mois, eh ben, on a eu des 2-3 premiers épisodes poussifs, et après, très vite, ça commençait à avancer. Épisode 4, etc. On était dans la révélation à chaque épisode. Moi, je trouve qu'elle a un bon rythme. Bah là, en fait, on a un épisode qui ne fait avancer pas l'histoire, elle fait avancer un personnage. Ah, mais elle a fait avancer quand même l'histoire. On comprend beaucoup plus de choses sur Laura, sur Anubis, sur Tot. Enfin, moi, des 4, alors est-ce que c'est le fait que du coup je me suis lancé dans le livre et je suis davantage en univers, etc. Mais des 4 épisodes, c'est celui qui m'a le plus plu. Notamment pour la scène sous la pluie que j'ai vraiment trouvé très stylée. Après, le pilote, il est énorme, il fait avancer plein de choses et tout. Enfin, après, il y a un nuage de mystère qui entoure cette série qui fait qu'elle avance, mais que peut-être qu'on ne comprend pas encore, etc. Tu vois. Ok, très bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prochaine analyse de American Gods la semaine prochaine. Et demain, une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un joli pouce bleu pour partager la vidéo. Et surtout, partager la vidéo. C'est ce qui aide la chaîne à se développer. Et évidemment, à mettre vos théories en commentaire. C'est ce dont on reparlera en début d'épisode la semaine prochaine. Des bisous à tous. À demain. Ciao. Let's go!